Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 28 mai. Amélie Mauresmo chute dès cet après-midi face à l'Allemande Jana Kandar. Énorme désillusion pour celle dont on faisait la grande favorite du tournoi de Roland-Garros, défaite également de Venus Williams. Après 19 heures de prise d'otage à la prison de Fresnes, la reddition des prisonniers rebelles a été obtenue par les hommes du raid. Le gardien blessé est toujours dans un état critique. Beaucoup de questions sur la sécurité des prisons sont posées. Charles Pasqua mis en examen pour le financement de son parti, le Rassemblement pour la France, par les juges chargés de l'enquête sur une vente d'armes en Angola. Profession de foi européenne pour Lionel Jospin qui détaille sa vision de l'Europe, une fédération d'États-nations. À la veille du vote à l'Assemblée nationale de la loi de modernisation sociale, les communistes se déclarent toujours hostiles. Elisabeth Guigou rencontrait aujourd'hui le patron du MEDEF, Ernest-Antoine Sellière. Les feux de la colère kabyle pas encore éteint en Algérie. Nouvelle manifestation de jeunes aujourd'hui à Tizi Ouzou. Et puis un nouveau procès du dopage dans le cyclisme, procès d'un réseau dit du Pau belge où sont accusés une quarantaine de cyclistes amateurs à Poitiers. Les choses n'ont pas traîné à Roland-Garros lors de cette première journée du tournoi féminin. La grandissime favorite Amélie Mauresmo a été battue par une jeune Allemande, Jana Kandar, en 2-7. La désillusion est grande ce soir, mais de façon très fair-play, Amélie Mauresmo ne s'est pas chercher d'excuses. Commentaire Christelle Bertrand avec Nathalie Gallet. Au milieu de l'arène, elle s'est sentie toute petite. Amélie a beau avoir mûri, se retrouver là, devant tout le monde, la tétaniser. Bien sûr, un premier tour n'est jamais facile, mais cette année, Mauresmo est favorite. Alors, face à Kandar, quand Amélie perd la première manche 7-5, le public attend qu'elle réagisse. L'Allemande se relâche un peu et Mauresmo prend l'ascendant jusqu'à 5 jeux à 1. Son entraîneur lui souffle la solution, en vain. Une nervosité énorme qu'Amélie n'a pas réussi à gérer. C'est vrai que pratiquement du premier au dernier point, elle a eu une crispation énorme et bon, jamais elle a pu se relâcher, donc c'était très difficile. Jana Kandar, 60e mondiale, rebondit subitement. Mauresmo la laisse recoller au score et égaliser 5 jeux partout. L'Allemande survoltée ne rate plus rien. Merci, Madame. Mauresmo subit et s'incline en 2-7. Elle mesure le chemin qui lui reste encore à parcourir pour gagner un jour Roland-Garros. J'espère tirer un maximum d'expérience de ce petit événement. On verra les prochaines années comment je réussis à gérer ça, mais bon, je pense que l'expérience va m'apporter beaucoup. Le public manifeste sa déception aussi énorme que celle de Mauresmo. Amélie s'en va sans gloire, mais encore remplie d'espoir. Et puis en matière de surprise, Mauresmo ne fut pas la seule mauvaise, puisque l'une des autres joueuses favorites, l'américaine Venus Williams, a été défaite par une jeune joueuse autrichienne, Barbara Schett. Enfin, chez les hommes, qualification quand même du français Cédric Pioline, qui a battu le roumain Andrei Pavel en 4-7. Voilà pour cette première journée de Roland-Garros qui n'est pas encore terminée. Il aura fallu près de 20 heures de négociations à la prison de Fresnes pour convaincre les 2 prisonniers fortement armés qui avaient pris en otage des gardiens de se rendre. Le surveillant blessé par balle hier est toujours dans un état stationnaire avec pronostic réservé. Voici le récit de cette longue prise d'otage avec Joël Bruyandais, Yasmina Farber et Audrey Goutard. 20 heures d'angoisse et un dénouement en 3 actes. Premier acte ce matin, 10h05. Un des 2 preneurs d'otages se rend sans violence. Il est aussitôt extrait de la maison d'arrêt de Fresnes. Ce fourgon l'emmène à la prison de la Santé à Paris. Au même moment, dans la première division de la prison, le 2e acte se joue. Les 2 surveillants retenus en otage sont relâchés, sains et saufs. Les 2 otages sont libérés, ça c'est sûr. Donc il reste seul. Et il reste seul puisqu'il y a un détenu qui a quitté les lieux. Apparemment vous avez pu voir le camion partir. Hein. Donc pour l'instant, d'après les informations que nous avons, le détenu qui refuse de se rendre est toujours à l'intérieur armé. 3e et dernier acte, 2 heures plus tard. Christophe Kider, 30 ans,
retranché avec son arme dans le bureau de la comptabilité, finit lui aussi par se rendre. Les policiers l'emmènent aussitôt à la prison de Bois d'Arcy. En début d'après-midi, les ex-otages ont accepté de répondre à la presse sous couvert d'anonymat. Ils racontent ce huis clos avec les 2 preneurs d'otages. Tout au départ, c'était dur. Ils venaient de tirer quelques coups de feu, donc ils étaient très énervés. Une fois qu'on a commencé à dialoguer, ça s'est un peu atténué. Et à partir de là, c'est parti dans un climat de confiance. Voilà peut-être l'explication de ce dénouement si pacifique. Un climat de confiance et des négociations qui n'ont jamais été interrompues. Certes, les relations avec les hommes du raid ont parfois été tendues, comme dans le courant de la nuit alors qu'un début de mutinerie agite la prison. Mais les 2 hommes ont vite compris qu'ils pouvaient être abattus à tout moment. Nous avons une obligation de résultat. Ils le savent. La vie des otages est prioritaire. Il nous faut une solution. La solution, elle s'impose à eux. C'est soit la reddition, soit l'intervention. Bon, ils sont capables d'assimiler ces 2 situations et de choisir la meilleure. Autre élément déterminant dans la reddition des 2 détenus, une technique de négociateur bien connue, l'intervention de la famille du preneur d'otages. En l'occurrence, la mère et la sœur de Christophe Kider, ici à l'arrière de cette voiture de police. Toutes 2 auraient joué un rôle décisif en parvenant à raisonner le plus violent des 2 criminels. Une telle prise d'otage avec des complices venus en hélicoptère fait naître maintenant beaucoup de questions sur les moyens utilisés, sur la prévention mise en place par les établissements pénitentiaires, sur les conséquences d'éventuelles fusillades lors de tels événements. Explication avec Pascal Doucet-Bon et Fabrice Hauss. Cette situation, un hélicoptère comme moyen d'évasion, les prisons françaises y sont largement préparées. Pourtant, les 2 détenus et leurs complices ont jugé que le jeu en valait tout de même la chandelle. 15h07 hier. À bord de l'hélicoptère, 3 hommes cagoulés. Ils ont pris la pilote en otage. Ils jettent aux détenus un sac contenant des armes et un gilet pare-balles, puis déploient une échelle de corde. Ils tirent en même temps en direction des Miradors. Première question, les filins anti-hélicoptères ont-ils été efficaces? Oui et non. Oui, parce qu'ils ont empêché l'hélicoptère de descendre suffisamment bas. Les détenus n'ont pas pu attraper l'échelle de corde, trop courte. Non, parce qu'ils n'ont pas empêché le jet du sac. Ils sont espacés de 5 mètres les uns des autres et ne constituent pas un filet étanche. Ils ne sont là que pour rendre impossible les atterrissages. Vous savez comment cette prise d'otage s'est déroulée, vous savez comment les armes sont arrivées ici à l'établissement. C'était difficile d'empêcher effectivement que des armes tombent dans les cours de promenade. Deuxième question, les conditions de la fusillade. Dans une maison d'arrêt, les seuls surveillants armés sont les vigies postés dans les miradors. Il leur est interdit de faire feu sur un hélicoptère et son kérosène. C'est pourtant ce qu'ils ont fait. Selon nos informations, la balle qui a blessé l'un des complices est passée sous le siège de la pilote, à 15 cm. Je demande, et ça c'est vraiment quelque chose d'impératif, c'est au personnel du pénitencier de ne pas tirer sur un hélicoptère. Il ne faut pas tirer. Le pilote est pris en otage. Mais les surveillants étaient sous le feu des occupants de l'hélicoptère. Ils ont tiré en situation de légitime défense. Dernière question, y a-t-il d'autres solutions? Se doter de moyens aériens d'interception? Peut-être. Pour l'instant, seule la prison de Fleury-Mérogis a cette possibilité. Les gendarmes mobiles logés à proximité disposent d'un hélicoptère. Quant à d'éventuels radars, ils ne serviraient à rien en zone urbaine et coûteraient très cher. Voilà pourquoi de telles tentatives sont encore si nombreuses, malgré l'échec de la plupart des cavales les plus récentes. Et la ministre de la Justice veut maintenant repenser la sécurité des prisons en différenciant les établissements. Il est vrai qu'entre une centrale avec des détenus de longue peine et une maison d'arrêt, on ne dispose pas des mêmes moyens de sécurité. Et à chaque évasion ou tentative d'évasion, l'administration cherche des solutions pour s'en prémunir. Commentaire Stéphane Bretner avec Raymond Chaplard. C'est sans doute l'évadé le plus célèbre. 26 mai 86, Michel Vaujour s'enfuit de la santé par hélicoptère. Sa femme Nadine, formée pour l'occasion, est venue le chercher sur le toit de la prison. Il faudra attendre 1992 pour que se mettent en place des mesures de sécurité. Cette année-là, 9 détenus s'évadent par les airs de 3 prisons différentes. La pose de filins sur les bâtiments s'accélère. Tous les 5 mètres, des câbles d'acier sont tendus en parallèle. Ils empêchent les hélicoptères de se poser, mais cette protection est inefficace contre les élitreillages ou les largages. Aujourd'hui, sur 182 établissements, 61 disposent de filins.
Pour des questions de vie quotidienne et de budget, l'administration pénitentiaire ne peut pas recouvrir les prisons, les transformer en cages pour détenus. Et les évasions continuent, comme au Beaumet en juin 99. Cette fois-ci, pour éviter les câbles, 5 détenus sont montés sur le toit d'un bâtiment. 10 évasions en 20 ans, des évasions souvent violentes qui inquiètent les surveillants. Ce que nous disons, nous, à la ministre de la Justice, c'est que dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les personnels sont protégés. Bon, au minimum un gilet anti-balle. Manque de moyens, la ministre de la Justice qui s'est rendue à Fresnes cet après-midi est bien consciente du manque de sécurité. On va retravailler sur l'approche des hélicoptères, mais aussi sur le blindage des miradors, mais aussi sur les filets et puis sur la carte de la pénitentiaire, parce que c'est vrai qu'on a des densités de gens qui sont en longue peine. Et c'est vrai que pour eux, comme pour tout le monde, c'est difficile. Reste le problème des portables qui circulent en prison. Chaque année, une 50aine de téléphones sont saisis, apportés la plupart du temps par des visiteurs extérieurs, mais aussi par certains surveillants. C'est sans doute grâce à ce moyen que les 2 détenus ont organisé leur tentative d'évasion de Fresnes hier. Et puis aujourd'hui, à la maison d'arrêt de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, un détenu qui tentait de s'évader en prenant quelques minutes en otage un gardien a été maîtrisé par le personnel pénitentiaire. Charles Pasqua mis en examen par les juges chargés des enquêtes sur les ventes d'armes à l'Angola, mais aussi sur le financement de son parti, le Rassemblement pour la France. L'ancien ministre de l'Intérieur est poursuivi pour financement illégal de campagne électorale pour une somme de 7 500 000 francs. Commentaire Zindine Boudaoud. L'ancien ministre de l'Intérieur a répondu à la convocation des juges. Mis en examen après plus de 4 heures d'audition, Charles Pasqua veut montrer sa sérénité. Les avocats et moi-même avons clairement apporté la preuve que les imputations qui nous étaient reprochées concernant le financement de la campagne électorale ne reposaient sur aucune réalité. Et je regrette simplement que la mise en examen qui est intervenue à la fin de cette audition ait été manifestement le résultat d'une décision prise à l'avance. Le juge Courroy a interrogé Charles Pasqua sur le rôle de l'une de ses proches, la présidente du PMU gabonais, Marthe Mondoloni, qui a financé la campagne du RPF lors des dernières élections européennes à hauteur de 7,5 millions de francs. Dans le bureau des juges, Charles Pasqua a dû s'expliquer aussi sur de nombreux autres virements d'argent effectués en faveur de son parti par ses amis corses. C'est Philippe de Villiers, son ancien bras droit au RPF, qui a alimenté récemment les soupçons de la justice. Charles Pasqua assure que rien ne l'empêchera de mener sa propre campagne pour l'élection présidentielle. En attendant, il sera à nouveau entendu demain par les juges dans un autre dossier. Lionel Jospin l'avait promis, il s'exprimerait fortement sur l'Europe, ne voulant pas laisser ce champ politique au seul président de la République. Le Premier ministre s'est donc prononcé ce matin dans les locaux des Radio France pour une fédération d'États-nations dotée d'une constitution. Et il est entré dans le détail en évoquant l'économie, le social, la sécurité, la culture et la politique étrangère de l'Europe. Cette profession de foi européenne, appuyée par la création d'un Conseil permanent des ministres, a suscité des réactions, vous allez les entendre, diverses. Reportage Wittenberg avec Jean-Louis Boussert. Mesdames, Messieurs, parce que je ne suis pas un Européen tiède, je ne veux pas d'une Europe fade. Derrière cette formule, tout un programme dévoilé donc ce matin par Lionel Jospin, enfin dévoilé pourrait-on dire, tant l'énoncé de la vision européenne du Premier ministre s'est fait attendre. On connaît donc désormais les têtes de chapitre, mais aussi les propositions concrètes. Elles sont nombreuses. Création d'une police européenne intégrée, création d'un congrès qui rassemblerait les parlements nationaux ou encore d'un gouvernement économique de la zone euro. Pour équilibrer l'édifice de l'Union, la coordination des politiques économiques doit être considérablement accrue. Comme Jacques Chirac, Lionel Jospin préconise une constitution pour l'Europe. En revanche, pas question d'aller vers une fédération au sens strict comme la voudrait l'allemand Schröder. La France souhaite plutôt une fédération d'États-nations. Je ne sépare pas la France de l'Europe. Comme tant d'autres Européens convaincus, je désire l'Europe, mais je reste attaché à ma nation. Au discours-programme de Lionel Jospin sur l'Europe, la classe politique répond en ordre dispersé. À droite, sans surprise, c'est la critique qui l'emporte. Ce discours, finalement, ne faisait pratiquement pas de part à la place de l'Europe dans le monde, alors qu'il s'agit d'un sujet fondamental pour notre avenir. Je pense que Lionel Jospin a exprimé une vision très frileuse de l'Europe,
qui est celle d'un vieux socialisme qui n'a plus cours nulle part, sauf en France. Il veut bien de l'Europe, mais il ne veut pas d'une Europe qui baisse les impôts par la concurrence fiscale. À gauche, le PS est naturellement satisfait. Chez les Verts, en tout cas chez celui qui devrait les représenter à la présidentielle, on y a plutôt trouvé son compte. On le disait très réticent sur la construction européenne et il a montré une certaine résolution. Il y a des choses que nous pouvons soutenir, les Verts, comme par exemple l'idée de la Constitution européenne, l'idée de la souveraineté européenne. Autant d'avancées auxquelles, précisément, l'une des autres composantes de la gauche plurielle est allergique. La position de Lionel Jospin vise à faire de l'Europe un substitut de la nation, en confiant à l'Europe non plus seulement des actions communes, mais des politiques communes dans le domaine de la politique étrangère, de la défense, en matière policière, dans la représentation au sein des grandes institutions internationales. De Valéry Giscard d'Estaing à Jacques Delors, Lionel Jospin avait beaucoup consulté avant son discours sur l'Europe, un passeport indispensable à tout candidat à l'Élysée. Le travailliste Tony Blair, membre de la même internationale socialiste que Lionel Jospin, a pris ses distances avec les propos de son homologue français en affirmant son désaccord d'une harmonie fiscale en Europe. La Suède, qui préside actuellement l'Union européenne, approuve la position antifédéraliste de Lionel Jospin. Et en Allemagne, le ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer, a accueilli favorablement le discours du chef du gouvernement français. Correspondance Patrice Romden, Michael Wert. Il y a 3 semaines à Berlin, Lionel Jospin avait gardé le silence sur les propositions de Gerhard Schröder. Aujourd'hui, il parle. Et cela suffit au bonheur des Allemands qui s'évertuent à vanter la contribution au débat du Premier ministre français. Le concept d'une fédération d'États-nations me paraît intéressant. Lionel Jospin a fait des propositions qui permettent de continuer à travailler de manière constructive. La chose la plus importante, c'est que le débat se poursuive et qu'on ne commence pas à dire qu'il y a des contradictions entre les uns et les autres et que chacun s'arc-boute sur sa position. On verra plus tard. Pour l'instant, on est en plein débat et aujourd'hui, Lionel Jospin a bien fait avancer le débat. Pas un mot en revanche sur la fin de non-recevoir que Lionel Jospin oppose à une Europe fédérale. Les Allemands s'y attendaient. Leur proposition était surtout destinée à faire réagir Paris. Parfois, le progrès a besoin de ballons d'essai. Un ballon d'essai pour relancer le débat. Sur ce point-là, au moins, l'initiative allemande s'avère être un succès. Pour le reste, Berlin préfère ne retenir que les points de convergence avec Paris, comme par exemple la création d'une police européenne, la création d'un parquet européen ou encore le principe d'une constitution commune. On attendait avec précision les intentions de Lionel Jospin sur l'Europe pour les comparer à celles exprimées par le président de la République. Comme vous pouvez le constater sur ce petit panneau, sur les grands chapitres, les deux têtes de l'exécutif ne sont pas loin d'être en parfait accord européen. Et cela n'est pas anodin. Avant la campagne présidentielle de 2002, Lionel Jospin, d'une certaine manière, a pris date. Oui, disons que d'abord, le contrat est rempli pour lui, puisque après plusieurs mois d'attente, parfois assimilés à de la tiédeur, à de l'euroscepticisme, eh bien, Lionel Jospin a donné sa vision, son projet de l'Europe, un discours manquant peut-être un peu de lyrisme, d'enthousiasme, mais sérieux et cohérent, et avec des innovations notables en matière sociale ou institutionnelle, comme par exemple le droit de dissolution du Parlement ou la création de vice-premiers ministres chargés de l'Europe. Alors qu'on se le dise, Lionel Jospin est pro-européen, mais pas européiste. Et de ce fait, il est plus dans l'harmonie que dans la cacophonie avec le président de la République. À titre d'exemple, seule la différence est tout de même ténue entre l'Europe unie des États de Jacques Chirac et la Fédération des États-nations de Lionel Jospin. Pour autant, Gérard Leclerc, le débat sur l'Europe n'est pas clos avant d'avoir commencé. Oui, évidemment non. D'abord, la vision française, maintenant les États-nations, diverge clairement de celle fédéraliste des Allemands. Or, chacun connaît le rôle du couple franco-allemand comme moteur de l'Europe. Ensuite, cette idée de fédération des États-nations demande à être précisée, notamment en ce qui concerne le lien réel qui existera entre les peuples et les gouvernants européens. Et puis enfin et surtout, si Jacques Chirac et Lionel Jospin auront du mal à s'opposer sur l'Europe dans le débat présidentiel, ils seront l'un et l'autre contestés dans leur camp, à la fois pour aller vite par les fédéralistes, les Verts à gauche, l'UDF à droite, et puis surtout par les souverainistes, Pasqua de Villiers d'un côté, et les communistes et les chevènementistes de l'autre. Merci Gérard. De la difficulté de construire une Europe libérale en matière de production d'électricité. Et la démonstration est plutôt paradoxale puisque c'est un service public français
en l'occurrence EDF, qui cherche à s'implanter en Italie où le secteur a été privatisé. Le gouvernement italien a même pris en urgence un décret visant à limiter très strictement l'entrée d'EDF dans le capital du principal producteur d'énergie en Italie. Explication avec Yann Frontier et Gilles Chaquet. Si EDF cherche aujourd'hui à s'implanter de l'autre côté des Alpes, ce n'est pas pour jouer les seconds rôles, mais pour s'emparer d'une partie du réseau électrique italien. Ligne à haute tension, centrale, voilà ce qui intéresse le géant français qui vient de racheter 20% de Montedison, l'un des premiers acteurs privés sur le marché italien de l'énergie. Irrité, le gouvernement italien s'estime court-circuité. On est en train de faire la privatisation des centrales électriques publiques italiennes. Et simplement, on ne veut pas que ce soit un autre sujet public d'un autre pays qui les achète. Il faut que ce soit des privés qui les achètent. EDF n'en est pas à son coup d'essai en Europe. L'électricien français est déjà présent au Royaume-Uni avec 100% de London Electricity, mais aussi en Allemagne ou encore en Autriche et en Suède. Aujourd'hui, le groupe continue de tisser sa toile. Sa force, savoir utiliser les directives européennes qui imposent une ouverture des marchés à hauteur de 30%. L'ouverture des marchés électriques est quelque chose d'inéluctable et donc EDF a compris très tôt que c'était une position européenne qu'il fallait chercher et non pas une position française sur des marchés où sa part de marché allait diminuer. Et donc en quelques années, EDF s'est constitué au niveau européen une très belle position, la meilleure sans doute, qu'elle cherche à pousser encore. Ouvert en théorie, le marché français ne l'est pas dans la pratique. Les concurrents d'EDF n'ont grignoté que 3% de son chiffre d'affaires. En France, l'électricité est en moyenne 20% moins chère que chez nos voisins, grâce notamment aux centrales nucléaires. À la veille du vote à l'Assemblée nationale du projet de loi dit de modernisation sociale, la ministre Elisabeth Guigou a renouvelé aujourd'hui ses appels de bonne volonté à l'égard du Parti communiste. Mais ce dernier semble toujours camper sur une position de refus. Cet après-midi, au ministère des Affaires sociales, le patron du MEDEF, Ernest Antoine Sellière, opposé lui aussi au projet de loi, mais évidemment pour d'autres raisons, était reçu par Madame Guigou. Reportage Nathalie Moisan avec Jean-Paul Chaussé. Ernest Antoine Sellière, tout sourire au ministère de l'Emploi cet après-midi. Pour une fois, ce n'est pas lui qui embarrasse le plus Elisabeth Guigou. C'est plutôt aux communistes que le gouvernement veut tendre la main ce soir. Un geste pour obtenir qu'il vote sa loi demain contre les licenciements économiques. J'ai proposé qu'avec les parlementaires de tous les groupes politiques qui le souhaitent, on puisse ouvrir un travail sur justement les droits des salariés dans les organes dirigeants des entreprises. Donc nous mènerions parallèlement ce travail avec les partenaires sociaux qui est déjà en train. Je vais commencer fin juin, début juillet, avec un travail avec les parlementaires. Donnant, contre un vote positif, Elisabeth Guigou propose une réflexion sur la place des représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises. De spectateurs, ils deviendraient acteurs des décisions, un geste positif pour les communistes qui du coup demandent un report du vote. J'ai demandé à Lionel Jospin qu'il participe de ce report. S'il n'y a pas ce report, le groupe se déterminera en toute connaissance de cause demain et prendra une position. Irrité de ne pas avoir été consulté, le patron des patrons redit, lui, son hostilité au projet de loi. Écoutez, nous laissons ces messieurs, dames des partis politiques s'écharper sur, une fois de plus, l'entreprise, considérée comme un enjeu politique, au lieu d'être le lieu du projet, le lieu de la réussite, le lieu du progrès. Il semble que ce soit le lieu de la contrainte. La contrainte pour l'heure est toujours politique. Fin du suspense demain. Arrivé à Paris du président libanais Émile Laoud. Celui-ci a eu un entretien avec le président Chirac à l'Elysée. C'est la première visite en France du président Laoud, une visite qui suscite dans les communautés druzes et chrétiennes des critiques. Le président Laoud se voit reprocher ses relations avec la Syrie et la perte de souveraineté qui en découle pour le Liban. L'opposition libanaise dénonce l'occupation syrienne, la présence des troupes de Damas et la mise sous tutelle du Liban par la Syrie, une situation en effet mal vécue chez les chrétiens libanais et dans les milieux universitaires. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux Maryse Burgot et Jean-François Renaud. Ces hommes sont des soldats syriens. Nous ne sommes pourtant pas dans une caserne, mais sur le campus d'une université de Beyrouth, au Liban. Une présence militaire étrangère qu'il faut filmer en toute discrétion et qui insupporte ces étudiants libanais. Ce qui nous dérange le plus, c'est la domination extraordinaire, insupportable, incroyable, injuste de l'État syrien sur l'État libanais.
La Syrie est une puissance omniprésente au Liban depuis les accords de paix qui mirent fin à la guerre en 90. Mais depuis quelques mois, la lassitude des Libanais s'exprime de plus en plus ouvertement. Un homme a le premier levé le tabou. Le leader des chrétiens du Liban dénonce sans détour la mainmise syrienne sur la vie politique. Cela porte atteinte à la souveraineté du pays et à son indépendance, puisque la Syrie contrôle tout dans le pays. Et rien ne se fait sans son assentiment. Au Liban, pas un ministre, pas un chef de cabinet qui n'ait reçu la bénédiction de Damas. Alors, la communauté chrétienne, désormais minoritaire et amère, dénonce cette classe politique qui, pour garder ses miettes de pouvoir, ne proteste pas. Il faut du courage pour prendre une décision comme ça. Ils n'ont pas ce courage. Et puis il y a la crise économique sans précédent qui touche tout le pays. Dans ce village du Mont-Liban, on a trouvé les responsables, les ouvriers syriens bien sûr. Ceux-là sont employés dans la production de pignons de pommes de pin. Les Libanais, je ne peux pas les payer. Alors que ces ouvriers syriens acceptent des salaires beaucoup moins importants. 1 million de Syriens travaillent au Liban, ce qui attise le ressentiment d'une population très touchée par le chômage. Ce mécontentement contre la présence syrienne dépasse maintenant largement le cercle de la communauté chrétienne. Des personnalités druzes, musulmanes, demandent aujourd'hui des relations plus saines, c'est-à-dire d'égal à égal avec ce voisin omniprésent. Les affrontements en Kabylie ne cessent pas entre jeunes et forces de l'ordre algériennes. Ils ont eu lieu aujourd'hui à Tizi Ouzou. Les rues sont jonchées de gravats et les brigades anti-émeutes se sont employées à repousser les jeunes manifestants qui ont saccagé les sièges locaux de la radio d'État et des compagnies aériennes. Commentaire Bernard Lebrun sur des images de Mohan Wanjli. 4 jours que cela dure. Chaque matin dans le centre-ville reprennent les affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre. Et selon les observateurs sur place, l'âge moyen des manifestants a vieilli d'une génération ces 4 derniers jours. La seconde intervention télévisée du président Bouteflika, insistant sur la répression des fauteurs de troubles, n'a en rien calmé les esprits. Il a parlé pendant 2 ans. Il a occupé la télévision pendant 2 ans. Qu'il cesse maintenant, s'il est vraiment président, qu'il passe à l'action. Moi je n'ai rien à dire. Mais cette jeunesse, il est à entendre. Un gosse comme celui-là, un gosse comme celui-là, ou comme celui-là, ou comme celui-là, et qui ne va pas à l'école, moi ça me désole. Les jeunes ont besoin de travailler. Ont besoin de dire la vérité, la liberté. On veut la liberté. Il y a le temps des cris, il y a le temps du silence. Celui pour honorer les morts. Slimani Nafa, 23 ans, est l'une des 4 jeunes victimes décédées ce week-end en Kabylie. Un jeune homme sans histoire, d'une famille plutôt aisée. Une seule balle l'a fauché samedi dans les rues de Bourzen. Son père dira que c'est la Okra qui l'a tué. Le mépris des autorités. Son ordre serait-ce d'être rentré de Tizi Ouzou pour crier aux côtés de ses camarades sa révolte contre la Hogra, l'exclusion et toute forme d'injustice. Tous les soirs en Kabylie, il y a des bougies qui s'allument. Parce que, dit-on, la lumière c'est la vie. Pour conjurer la mort, les jeunes visitent ainsi les parents des victimes. Depuis le 18 avril, les émeutes ont fait 51 morts et 1300 blessés officiellement. Des jeunes, essentiellement. En Centrafrique, à Bangui, une tentative de coup d'État aurait fait 8 morts et de nombreux blessés, dont un général français qui commande la gendarmerie. Le président centrafricain, Ange Félix Patassé, est sain et sauf. L'attaque des putschistes a eu lieu contre la résidence présidentielle, mais elle aurait échoué ce soir. Couvre-feu sur l'ensemble de la Centrafrique. Et puis aux Philippines, le groupe rebelle musulman d'Abu Sayyaf a revendiqué aujourd'hui un nouvel enlèvement, celui de 20 personnes, dont 3 Américains dans une station balnéaire de l'ouest du pays. La philippine a ordonné une attaque massive contre le groupe Abu Sayyaf avec déploiement d'importants moyens militaires. En pleine campagne électorale britannique, une ville du nord-ouest de l'Angleterre, Oldham, vient de connaître 2 nuits de violence et d'émeutes. Celle-ci aurait pour origine des différents ratios et la présence d'extrémistes de droite cherchant à attiser les ressentiments des communautés. Correspondance Laurent Boussier. Convocation d'activistes appartenant à une organisation d'extrême droite raciste, colère de centaines de jeunes d'origine pakistanaise qui vont pendant des heures affronter les forces de l'ordre en lançant des bombes incendiaires. Ces 2 nuits d'affrontements à caractère racial sont les plus graves qu'ait connu la Grande-Bretagne depuis plusieurs années.
Au petit matin, quand la police a repris possession des lieux et que le calme est revenu, les traces des émeutes et les dégâts qui se chiffrent en millions de francs sont partout visibles dans ce quartier d'Oldham, connu pour ses tensions raciales. La situation a été provoquée par les gens du Front National qui voulaient défiler dans le quartier, ce qui n'aurait pas été une bonne idée. Il faut dire qu'ici la situation est explosive dans ce quartier pauvre où sont concentrés les Pakistanais et les Bangladais. Le taux de chômage est 2 fois plus élevé que dans le reste de l'Angleterre et les relations intercommunautaires se sont dégradées ces dernières années. Il y a un mois, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale avait été roué de coups par 3 adolescents asiatiques qui voulaient le chasser de leur quartier. Avec ces violences, c'est le thème de l'immigration qui fait une entrée brutale dans la campagne électorale anglaise. Un thème que les conservateurs entendent bien confisquer à leur profit. Les établissements scolaires d'Iwan qui dispensent un enseignement en langue bretonne ont signé aujourd'hui à Rennes un protocole d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale. Il y a actuellement plus de 2400 élèves dans les 62 établissements d'Iwan. À Poitiers, devant le tribunal correctionnel, c'est de nouveau une vaste affaire de dopage dans le cyclisme qui est jugée. Il s'agit de cyclisme amateur et l'on surnomme cette affaire comme celle du pot belge, désignant ainsi un dopant, un cocktail de dopant importé de Belgique. 40 personnes figurent parmi les accusés. Reportage François Privat avec Philippe Réten. Coureurs amateurs, souvent de haut niveau, dans l'antichambre du professionnalisme. Cet après-midi, devant le tribunal correctionnel de Poitiers, ils ont raconté le pot belge. Les effets en course de ce cocktail d'amphétamine et d'antalgique auxquels s'ajoutent parfois de l'héroïne et de la cocaïne. On se sent fort, on se sent très fort, c'est comme expliqué, ça nous stimule, on a une volonté d'y aller, de forcer. Ça nous stimule très bien. On peut s'injecter ça durant la course, c'est vrai ? Comment ça marche? On peut s'injecter ça pendant la course en intramusculaire. Je veux dire qu'on le cache sous le maillot au niveau du ventre et on se l'injecte en intramusculaire au niveau du ventre. C'est-à-dire qu'on peut faire ça dans le peloton? Dans le peloton, ouais. Tout en discrétion pour que personne ne le voie, bien sûr. Pour la majorité des coureurs entendus aujourd'hui, le pot belge était devenu un stupéfiant relativement banal dans les pelotons. Jean-Christophe Curie, ancien professionnel chez Gann, mis en examen dans ce dossier, a dénoncé à la barre le mutisme de la Fédération française de cyclisme vis-à-vis du dopage en général. Quand je vois la Fédé qui se porte partie civile sur un coup comme ça, ça me révolte. Parce qu'ils étaient au courant depuis de nombreuses années et que bon, ils ont masqué des contrôles positifs qui ont été blanchis. Moi, entre autres, ils m'ont blanchi à une période. Et moi, je pourrais vous citer des tas de noms, mais j'ai pas envie de les citer, c'est tout. Il y a 10 ans que ça dure. On attend le dernier moment, on attend l'audience pour déporter sa propre responsabilité sur l'instance qui n'en peut mais. Demain, l'audience devrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement des 2 filières, belges et polonaises, qui ont permis d'apporter plus de 1600 doses de pot belge sur le territoire français. Et puis à Reims, ce sont les responsables de l'ancienne équipe cycliste néerlandaise TVM qui sont jugés pour infraction à la loi antidopage. 3 hommes, dont le soigneur de l'équipe, sont soupçonnés d'administration de produits dopants et d'exercice illégal de la médecine. À Nanterre, le tribunal correctionnel examine un dossier ancien, celui de la Française des Jeux et de la gestion de son ancien président Gérard Collet. Mais après 7 ans d'enquête, le dossier judiciaire s'est singulièrement aminci et Gérard Collet défend maintenant son bilan avec vigueur. Reportage Olivier Caroff et Nadine Picard. La fin d'un cauchemar. Voici comment Gérard Collet aborde ses 5 jours de procès, son procès. Ancien PDG de la Française des Jeux, il est bien sur le banc des accusés, mais dans le dossier judiciaire ne subsistent que de maigres accusations. Partie de soupçons de détournement de fonds, l'affaire se résume aujourd'hui pour l'essentiel à quelques abus de biens sociaux. J'ai perdu 7 ans de ma vie, je suis ruiné et donc je n'ai rien gagné. Pour Gérard Collet, présider le loto, c'était une récompense. Le flamboyant conseiller en communication de François Mitterrand fait exploser le chiffre d'affaires. Mais il n'aime pas rendre des comptes sur ses méthodes. Dommage, face à lui, il y a un contrôleur d'État particulièrement soupçonneux. Il me convoque dans son cabinet, juste avant un conseil d'administration, pour m'engueuler, sans me faire asseoir, et me reprocher mon attitude. Alors, c'était à partir de là l'indice même qu'il y avait une opacité à mon égard. Nous sommes en 93, la droite est de retour. À Bercy, le ministre Nicolas Sarkozy a justement des dossiers fiscaux sur Gérard Collet, transmis à son collègue de la justice, Pierre Méhaignerie, qui ordonne la désignation d'un juge.
Pour le journaliste Frédéric Ploquin, le gouvernement Balladur a utilisé l'affaire Collet. Le but, déstabiliser François Mitterrand. En pleine cohabitation, l'écho médiatique sera maximum, le travail des enquêteurs réduit au minimum. Là, les réseaux, pour le coup, de la Mitterrandise se mettent en marche. On est à une époque où la justice est encore tenue, ce qui n'est plus exactement le cas aujourd'hui, et on empêche un certain nombre d'incarcérations qui, pour les enquêteurs, auraient dû être déterminantes. Affaire politique donc, autant que judiciaire. Des politiques, Gérard Collé n'attend plus rien. De la justice, il espère un non-lieu. Le corps humain dans son plus extrême dépouillement. C'est peu pour décrire les éléments d'une exposition itinérante actuellement en Allemagne qui déclenche de très âpres controverses. Ce qui est proposé aux très nombreux visiteurs peut en effet paraître extrêmement repoussant. Commentaire Daniel Wolfrom. Le corps comme objet d'art, la chose n'est pas nouvelle. Son propre corps, donné à l'art, comme on le donnerait à la science, l'affaire est plus inhabituelle. Ces hommes ou ces femmes ont franchi le pas de leur vivant, ils ont confié leur corps à cet artiste, plasticien Gunther von Hagens, le créateur de l'exposition. Artiste plasticien, c'est le cas de le dire. Les cadavres ont été plongés dans la résine, ainsi plastifiés, ils ont pu être travaillés. Je n'aurais jamais voulu être enterré de manière conventionnelle. C'est avec horreur que je pense qu'un jour les vers vont me manger. C'est ma principale raison. Certains ont préféré qu'une partie seulement de leur corps soit exposée, leur cerveau ou bien leur crâne, ou encore leurs membres disséqués à la manière d'une planche anatomique. C'est ma vie, et ça m'est égal ce que pense l'Église. Je peux faire ce que je veux de mon corps. Des corps travaillés comme des œuvres surréalistes, des corps que l'on achèterait peut-être un jour comme n'importe quelle œuvre d'art. Oui, la dignité de l'homme, spécialement après la mort, c'est là le débat. Ici, nous sommes dans de la production de masse. Et pour signifier que l'humanité forme un tout, dans l'exposition, il y avait aussi un cheval. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 3 actualités que nous avons développées. De toute façon, le tennis, la première journée à Roland-Garros, avec une grosse déception. Amélie Mauresmo qui a chuté cet après-midi face à l'Allemande Jana Kadar. Énorme désillusion pour celle dont on faisait la grande favorite du tournoi de Roland-Garros. Défaite également de Venus Williams et victoire de Cédric Pioline pour ce premier tour. Charles Pasqua mis en examen pour le financement de son parti, le Rassemblement pour la France, par les juges chargés de l'enquête sur une vente d'armes en Angola. Et puis la profession de foi européenne de Lionel Jospin qui a détaillé sa vision de l'Europe, une fédération d'États-nations. La météo dans quelques secondes avec Nathalie Riouet. 23h10, je vous recommande le magazine Argent Public, Argent Privé, présenté par Sylvain Attal, avec comme invité Michel Rocard. On y parlera de l'Afrique, de l'argent privé au service de l'humanitaire, et puis de la fraude considérée comme un sport favori des Français. Minuit 45, le dernier journal présenté par Jean-Claude Renaud. Demain à 7h50, Françoise David recevra le secrétaire général du RPR, Serge Lepelletier. À 13h, bien sûr, vous retrouverez Gérard Rolls. À demain 20h. Bonsoir. Merci.